La mise en œuvre de la ville de demain nécessite la collaboration de plusieurs acteurs de l'écosystème d'innovation. Parmi les acteurs essentiels à l'équation, nous retrouvons les entreprises de télécommunications qui investissent considérablement en infrastructures physiques comme les antennes. Mais comment une ville peut-elle attirer ce type d'investissement? Nous avons avec nous en studio live Charles Gosselin, qui est à plus de 2 mètres de distance de moi. Donc, Charles, qui est directeur d'affaires gouvernementales pour répondre à cette question. Bienvenue, Charles. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. Merci d'être en studio avec nous. Donc, on a plusieurs questions pour vous. Est-ce qu'on peut se tutoyer tout d'abord? D'accord. J'accepte. Donc, j'aimerais ça commencer par un petit peu plus un storytelling pour demander nos questions. On va dire que Noah est directeur général d'une municipalité. Donc, il veut implanter un réseau de télécommunications dans la nouvelle région de Noah, qui est au Québec, bien sûr. Donc, lorsqu'une ville veut développer son réseau de télécommunications sur son territoire, c'est quoi les étapes importantes? Bien, écoutez, d'abord, il faut commencer par faire un état des lieux, parce que dans chaque municipalité, là, il y a un réseau de télécommunications. Ça, c'est déjà un fait accompli partout au Québec. Maintenant, bon, reste à savoir qu'est-ce qu'on a comme réseau pour transmettre des données. Est-ce qu'on a des réseaux plus rapides, plus lents? Et la situation peut varier d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, ou encore du cœur villageois ou du secteur plus dense de la municipalité, comparativement aux secteurs qui sont les moins denses. Donc, pour Noah, puisqu'on parle de Noah, première étape serait sans doute de faire un état des lieux de sa municipalité. Puis pour y arriver, bien, il y a différentes possibilités. Je crois que la plus simple, la plus fiable, mais de faire des tests avec des citoyens dans chacun des secteurs de la municipalité, dans différents secteurs de la municipalité, de voir qui est leur fournisseur de services, quelle expérience, quelle vitesse ils ont, quel type de service ils ont. Est-ce qu'on a des services sur fil? Est-ce qu'on a des services sans fil? Alors, Noah pourrait d'abord débuter par ça et bien comprendre et connaître l'état des lieux de sa municipalité. Parlant d'analyse, Charles, pour un télécom, c'est quoi les facteurs qui sont déterminants dans le choix de développer à un endroit plutôt qu'à un autre? Wow, ça, c'est une excellente question. Écoutez, pour une entreprise de télécom, quelle qu'elle soit, la première chose qu'elle va regarder, c'est la densité. Hein. Les entreprises de télécommunications doivent investir des sommes vraiment considérables pour construire des réseaux de télécommunications et les revenus qui vont être générés, bien, ils viennent de la population, ils viennent des gens qui vont utiliser le réseau. Donc, c'est certain que la densité, c'est un facteur important. Bon, une fois qu'on a parlé de densité, il y a également d'autres facteurs comme l'intérêt de la communauté à être servie par des réseaux différents ou plus performants ou plus modernes. Quand je parle d'intérêt de la communauté, mais c'est pas juste les citoyens ou les clients potentiels. Il y a tout le niveau politique et administratif d'une communauté, d'une municipalité ou d'une MRC. Sont-ils enclins? Ont-ils un désir de recevoir ces investissements-là? Et pourquoi c'est important? C'est que dans la chaîne ou dans le processus pour arriver à construire, à établir des réseaux de communication, que ce soit sur fil ou sans fil, mais il y a une étape importante de coordination, de collaboration entre l'entreprise de télécommunications qui désire construire l'infrastructure et les administrateurs, les dirigeants des municipalités, des communautés. Il y a des processus de permis, il y a des processus de communication. Naturellement, il faut bien comprendre qu'est-ce qui va être construit, quels seront les impacts pendant la construction et surtout, quels seront les impacts une fois que les réseaux seront en place. Donc, les impacts positifs, qu'est-ce que ça peut apporter à une municipalité? Naturellement, pour une entreprise qui investit dans un réseau de télécommunications, on est tous probablement, les gens qui sont ici aujourd'hui, des gens super excités par la technologie, mais c'est de transmettre cette excitation-là, c'est d'être contagieux, de faire comprendre aux gens de développement économique, aux industriels, aux politiques de la municipalité et de la région que l'investissement qui sera fait va être bénéfique. Il va permettre à la municipalité de se développer ou
même de conserver des acquis, de conserver des entreprises, de conserver des citoyens, des jeunes, des étudiants qui vont vouloir poursuivre leur vie, même développer leur carrière et des entreprises là où ils sont présentement. Alors, un peu de tout. Est-ce que la sensibilisation prend beaucoup de place dans votre quotidien parce que vous avez parlé de, il faut en parler aux personnes, etc. Est-ce que ce côté éducatif et sensibilisation est important? Il est super important. Le contact avec les communautés où on investit, que ce soit dans le sans-fil pour la construction d'une tour, parce que, beaucoup de gens veulent bénéficier de ce qui vient avec une tour de télécommunication sans fil. Il y a également beaucoup de gens qui sont moins intéressés à voir ce nouvel élément-là dans le paysage. Donc, faut vraiment s'assurer d'une bonne communication, d'une bonne compréhension du pourquoi de la construction de cette tour de télécommunication-là. Et c'est la même chose également dans le déploiement des réseaux filaires. Que ce soit des réseaux de fibre optique à la maison ou encore des réseaux de télécommunication filaire coaxiale. On parle de dérouler du câble physiquement à des endroits où peut-être il n'y en a pas eu de nouvelles installations sur les poteaux depuis longtemps, depuis 1, 2, 3 générations même. Alors, il y a des gens qui un jour vont se lever un matin puis ils vont voir des gens sur un poteau dans leur cour qui ne voyaient même plus parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas personne qui accède au poteau. Alors, c'est de bien faire savoir aux gens qu'il va y avoir de l'activité dans la communauté, mais en même temps, cette activité-là est super bénéfique parce qu'encore une fois, il y a des employés, il y a des travailleurs qui vont venir s'établir dans une région pendant une certaine période où ils vont installer des réseaux, donc ils vont les mettre en service. Ensuite de ça, ils vont brancher des nouveaux abonnés à ces services-là. Ça génère beaucoup de passages dans la communauté. Donc, c'est bon pour les hôtels, c'est bon pour les restaurants. Bon, les restaurants, on va dire take-out en ce moment, mais quand même, il faut que ces gens-là s'alimentent et naturellement, on parle du dépanneur, de la station-service et tout ça. Donc, il y a vraiment, avec ces investissements-là dans les réseaux de télécommunications, vient également une espèce de mini-boom économique là, pendant la période où ces constructions-là vont se faire. C'est quand même une belle petite armée là, qui arrive dans une communauté quand que cette communauté-là et passe à travers d'un processus de déploiement de fibre optique à la maison là, de tous les quartiers, de toutes les maisons. C'est intéressant à voir, c'est beau. Charles, tantôt tu as mentionné réseau filaire, réseau de fibre optique pour des néophytes un peu plus comme moi. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, bon, donc quand on parle de réseau filaire, il existe différents médiums. Il y a des entreprises qui vont utiliser du réseau pour l'Internet haute vitesse, là, par exemple du coaxial, ou encore des réseaux hybrides qui vont mêler le coaxial, la fibre optique. D'autres vont mêler le cuivre et la fibre optique, et d'autres vont faire des réseaux entièrement en fibre optique. Par exemple, chez Bell, on déploie des réseaux qui sont 100% en fibre optique présentement dans des communautés un peu partout au Québec. La première grande communauté au Canada qui a été entièrement fibrée, c'est la ville de Québec, avant n'importe quelle autre ville au Canada. Donc, vraiment d'amener un lien de fibre optique à chacune des maisons. Ça permet des vitesses qui sont incroyables, mais ensuite de ça, également, une fois que cette infrastructure-là est installée, elle est en place, mais là, elle devient également disponible pour la communauté et pour la communauté qui est ici aujourd'hui virtuellement, qui a un intérêt pour développer ou accumuler des données, installer des capteurs, des caméras et accumuler des données pour les rendre disponibles à ceux qui vont vouloir se lancer dans des initiatives qui vont bénéficier de ces données-là et des initiatives de ville intelligente, justement. Merci, Charles. Donc, avec qui les villes devraient faire affaire? Parce que tantôt, tu as mentionné beaucoup de partenariats, mais pour concevoir et construire un réseau dans son secteur, avec qui elles devraient faire affaire? Bon, écoutez, c'est certain que l'idéal, c'est de travailler avec une grande entreprise de télécommunications, quelle qu'elle soit. Ça peut être Bell, il y en a d'autres qui existent. Là. Il y a TELUS, il y a Vidéotron, il y a Cogeco au Québec. L'important, c'est vraiment de réaliser que c'est une expertise de construire, d'opérer, de maintenir des réseaux de télécommunications. Une fois qu'il est en place, c'est pas fini. Ces réseaux de télécommunications-là ont besoin constamment d'investissement et d'entretien, de modernisation pour continuer à répondre adéquatement aux besoins de la communauté, tant d'affaires, tant citoyennes, étudiantes ou encore scientifiques qui voudra développer des différentes applications à partir de ces réseaux-là. Donc, c'est certain que la recommandation que je fais à l'ensemble des communautés, c'est
c'est de travailler avec des entreprises qui construisent des infrastructures et qui opèrent des infrastructures de télécommunications déjà. C'est pas une aventure dans laquelle on peut se lancer du jour au lendemain en sortant d'un magasin d'électronique ou en commandant un rouleau de câble sur Internet et dire, bon, mais je vais m'attacher au poteau, puis à partir de là, je vais opérer un réseau Internet pour ma communauté. Ça demande énormément d'ingénierie et on a besoin de réseaux qui sont résilients pour toutes sortes de raisons. Puis vous le savez autant que moi, particulièrement au Québec, la résilience des réseaux est importante. Les conditions climatiques dans lesquelles on opère les réseaux ici sont quand même assez extrêmes. Donc, la qualité des matériaux, la qualité de l'ingénierie et de l'installation sont super importantes. Je me permets de prendre un exemple, c'est-à-dire j'ai déjà habité dans un endroit où est-ce que j'avais pas accès à Internet haute vitesse et je sais que j'étais pas non plus la seule au Québec. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien, écoutez, le Québec est parmi les provinces canadiennes, probablement la province où le déploiement de l'Internet haute vitesse est le plus avancé. En même temps, il faut être humble comme Québécois et réaliser que ce n'est pas fini. Il reste 350 000 foyers au Québec qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que on arrive à la fin de ce chantier-là, comme un jour on est arrivé à la fin du chantier de l'électrification des villes et des campagnes. Ce pas des chantiers qui se font en criant ciseaux, mais les prochaines années, les 2, peut-être 3 prochaines années vont être les années où on va compléter ce chantier-là. Que ce soit Bell ou une autre entreprise, la question n'est plus là. La question est, il faut apporter l'Internet haute vitesse à ces citoyens-là qui ne l'ont pas encore et trouver les façons les plus efficaces de le faire. Et que ce soit fait par des entreprises qui vont avoir la capacité de livrer des réseaux qui vont être performants et qui vont être également résilients. Donc, c'est certain que si vous étiez encore dans cette situation-là, Ravi, comme celle que vous décriviez, vous me regarderiez en ce moment en disant « Ouais, mais OK, mais c'est quand? » Mais je vous le dis, là, sincèrement, là, j'y crois, on y arrive. Je comprends que c'est peut-être pas assez vite pour la personne qui ne l'a pas encore, mais au moins, on sait que ça s'en vient. Et il y en a beaucoup moins à faire que ce qui est fait. Et pour ce qui reste à faire, naturellement, je pense que l'ensemble de l'industrie et des propriétaires d'infrastructures, en ce moment, mettent l'épaule à la roue, conjointement avec les gouvernements, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, qui ont mis en place des programmes pour aider également à soutenir ces investissements-là. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte là, qu'on y arrive. Effectivement, Charles, puis dans la situation qu'on est présentement, où est-ce qu'il y a énormément de personnes, soit en téléécole ou télétravail, on ressent ce besoin-là de plus en plus. Si on revient à l'exemple qu'on avait à la région de Noah, c'est quoi les défis? C'est quoi les défis pour construire ce réseau de télécommunications-là? Bon, écoutez, si on s'assoit avec Noah puis on regarde la situation de sa communauté, mais naturellement, ça va être de regarder pour une entreprise ou pour n'importe quel promoteur de projet, même si Noah décidait, malgré mon conseil de ne pas le faire, de se lancer lui-même avec sa communauté dans la construction d'un réseau. Mais naturellement, c'est de regarder les coûts, les revenus potentiels, de marier tout ça, de regarder est-ce qu'on est capable d'avoir un plan d'affaires qui se tient. Dans les cas où les plans d'affaires ne peuvent pas être positifs, bien, à cause de la densité, naturellement, parce que la communauté de Noah n'est pas assez dense pour soutenir un investissement. Quand j'en parle avec les gens qui sont dans le monde municipal, je fais toujours la comparaison avec un réseau d'égout ou un réseau d'aqueduc ou encore de l'asphalte sur un chemin. Hein. Dans nos communautés, il y a encore beaucoup de chemins qui ne sont soit pas asphaltés ou encore les maisons n'ont pas d'égout, n'ont pas d'aqueduc. Pourquoi? Mais c'est la même chose en télécom, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de résidences pour soutenir l'investissement. Alors, Noah, s'il est dans une situation où les données économiques ne sont pas favorables, mais c'est là qu'arrive ou entre en ligne de jeu des programmes, comme il y en a eu un d'annoncé pas plus tard que cette semaine du côté fédéral. Il y a d'autres programmes qui ont eu cours dans les dernières années du côté provincial, que ce soit Région branchée, Québec branché. Donc, ces programmes-là sont là pour aider justement les investissements en télécommunications dans les secteurs où, sans l'aide ou le financement de ces programmes-là, ce serait beaucoup plus difficile de l'imaginer. Et puis, si, par exemple, la région de Noah est assez dense, puis comme tu le dis, le côté économique est favorable, est-ce que le défi diffère selon la taille de la ville? Est-ce que ça va coûter plus ou moins cher?
Le défi va différer en fonction de la taille de la ville. Dans des secteurs très, très urbains, si on prend par exemple Montréal ou Québec, il y a plus de défis. Faut aller dans les cours des citoyens. Donc, quand il y a beaucoup de densité, mais il y a plus de cours, donc il y a plus de citoyens, plus d'interventions, c'est plus long. Les infrastructures peuvent être également plus occupées. Donc, ça peut demander plus d'investissement pour mettre à niveau certaines infrastructures. Dans des communautés plus rurales, ça va être plus facile, plus efficace parce que l'accessibilité aux équipements existants, va être facilitée. Mais naturellement, la clé, peu importe que ce soit en milieu urbain, milieu dense ou pas, c'est vraiment la collaboration entre l'entreprise qui veut bâtir l'infrastructure et les leaders de la communauté, les leaders d'affaires, les leaders municipaux politiques et l'appareil municipal qui aura le rôle de mettre en œuvre l'émission des permis requis pour ces déploiements d'infrastructures-là. Parlant d'infrastructure, il y a une question qui me brûle aux lèvres. Je me demandais qu'est-ce qu'il en était au niveau de la 5G. Je sais que ton collègue, la semaine prochaine, va également être présent pour en parler plus amplement, mais je me demande, est-ce que c'est les mêmes défis? Est-ce que c'est la même façon qu'on va analyser un dossier également? Bien, qu'on soit en fibre optique, en sans fil, en 5G, en LTE, chacune de ces générations-là représente un défi technique en soi ou technologique également. C'est d'aller construire ou installer les équipements ou les infrastructures pour soutenir les réseaux, les technologies. Là, naturellement, tout ce qui est sans fil a eu plus ou moins la vie facile là, cette année sur les réseaux sociaux pour toutes sortes de raisons là, on pourrait passer l'après-midi à débattre de tout ça. Heureusement, souvent, c'était assez rigolo là, que c'est assez évident que mieux vaut ne pas s'y attarder. Mais ce sont des technologies et des technologies qui amènent des défis quand vient le temps de les implanter. Et encore une fois, le travail de collaboration avec les communautés est super important. Mais ça prend cette soif-là, ça prend ce désir-là de la population, des municipalités qui souhaitent devenir intelligentes ou des milieux universitaires, d'avoir accès à ces technologies-là. Si la soif est là, si le désir est là, si la demande est là, naturellement, les réseaux viennent, les réseaux suivent, les investissements suivent et on est chanceux. Honnêtement, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, le Canada a vraiment des réseaux de télécommunications extraordinaires. Puis comment, selon toi, les réseaux de télécommunications s'intègrent à la ville intelligente? Bon, là, la ville intelligente, j'entendais tantôt notre ami de la Ville de Québec en parler, hein, c'est d'abord et avant tout de pouvoir servir le citoyen. Bon, comment servir le citoyen? Mais ça prend des données. Ça prend des données hein, pour comprendre qu'est-ce que le citoyen fait ou ne fait pas, où il le fait ou où il ne le fait pas. Et pour ces données-là, dans bien des cas, ça va prendre des capteurs. Mais ces capteurs-là, doivent être connectés, doivent accumuler des données, les envoyer vers une base qui va les collecter, qui va les conserver. Mais ces capteurs-là peuvent être dispersés un peu partout dans l'environnement dans lequel on vit, dans les municipalités. Et naturellement, les réseaux de télécommunications sont là pour transmettre l'information entre les capteurs et ces bases de données-là, ces serveurs-là qui vont devenir des mines d'informations sans fin pour tous ceux qui seront intéressés à y fouiller et à trouver des opportunités de développer des trucs pour améliorer notre vie au quotidien. Merci Charles. Et j'ai une dernière question pour toi. Donc, selon toi, étant donné de ton expérience, en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais aux décideurs qui pensent à mettre en place des projets de ville intelligente? Écoutez, d'abord, assurez-vous de travailler avec des gens ou des entreprises qui ont une expérience, qui ont un bagage. Faut pas se lancer là-dedans en croyant que ça va être facile et qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur la tablette et le mettre en place et en marche le lendemain. Travailler avec les connaisseurs. On est chanceux au Québec, il y en a. Il y a beaucoup d'expertise. Alors, approchez-vous d'eux. Ils vont être intéressés à vous rencontrer. Merci beaucoup, Charles. Merci pour tes conseils. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris.